présenter Yasvé Kato, qui n'est plus une jeune doctorante, mais qui est une jeune maître de conférence. Elle n'est plus une jeune doctorante, sinon elle serait une doctorante attardée. Donc, une jeune maître de conférence. Et voilà, petite histoire, nous avons eu la chance d'avoir le même directeur de thèse, à deux époques différentes, parce que je suis encore moins jeune, et Jean Lydie, qui a été cité plusieurs fois et pour lequel j'ai toujours beaucoup d'admiration et nous avons beaucoup de sympathie. Il aurait pu être là, mais son montage maintenant fait qu'il n'a pas pu être parmi nous. Alors, Yasvé Kato est maître de conférence en littérature française à la faculté des humanités de l'université de Nagoya, au Japon. Elle est donc docteur de l'université de Paris 3 sur Bonne Nouvelle. Elle est associée à l'étranger de l'équipe Proust-ITEM-CNRS et elle vient de publier un livre tout à fait prometteur par son titre et on est sûr par la qualité de ses travaux, puisqu'il reprend un certain nombre d'articles parus précédemment. Donc, le titre, l'évolution de l'univers floral chez Proust, de la Bible d'Amiens à la recherche du temps perdu, Honoré Champion, 2019. Donc, elle a publié déjà différents articles dans des ouvrages collectifs. Je lui laisse la parole aujourd'hui pour parler aujourd'hui de la statue d'Albertine retrouvée en mer. Je ne reprendrai pas tout, je pense que vous avez entendu. Donc, la statue d'Albertine retrouvée en mer, la clôture d'un nombre des jeunes filles en fleurs. À vous, bien sûr. Merci Mireille. Comme disait le dernier, donc je suis obligée à répéter les remarques, surtout les citations déjà faites pendant ces 3 jours. Et surtout, je dois beaucoup aux invitations très précises de l'édition de Pléiade faite par Monsieur Rey. C'était mon nom. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, je crois que c'est très rare dans la longue histoire du prix Goncourt, mais le livre lauréat de 1919, il y a 100 ans, n'est qu'une partie de la longue œuvre qui était alors encore inachevée. Peut-on lire et évaluer ce 2e volume à la recherche du temps perdu sans se tenir compte de l'édifice dans son ensemble? Certes, son titre en forme adverbiale, comme le titre général de l'œuvre et celui du premier volume du côté de chez Swann, s'avère animé de résonances lyriquement suspendues. C'est, d'après Pierre-Louis Rey, je cite, le pouvoir de séduction du titre et le prix Goncourt qui ont accordé à ce volume un semblant d'unité, au pire d'indépendance. Mais lors de sa première apparition dans les manuscrits, ce titre couvrait uniquement un chapitre. Voilà. Oui, donc nous lisons, c'est le cahier de 1913, chapitre 2, à l'ordre des jeunes, avec majuscule, filles en fleurs sans S. Ce volume n'est pas entièrement consacré à l'histoire des jeunes filles sur la plage, comme le fait imaginer son titre poétique. Voilà, donc c'est le plan de la recherche. Donc la première moitié du 2e volume décrit... Donc la première moitié, la partie de ce volume décrit le salon d'une femme mûre à Paris. Donc ce n'est plus une jeune fille. Et il s'agit des pages tronquées du 3e chapitre du côté de chez Swann, sur la demande de l'éditeur Racet, qui ne souhaitait pas que le volume fût trop long.
l'unité de volume est de fait trouvée tardivement. Donc, selon le plan du début 1913, nom de pays du côté de chez Swain, dont le titre présent est nom de pays, le pays, embrasser les épisodes parisiens, le rêve de voyage, l'amour pour Gilbert et le salon de Madame Swain, et le récit du premier séjour au bord de la mer. En particulier, le cycle de Balbec ne cesse de subir des modifications importantes dans sa genèse. Le plan initial conçoit 3 séjours au lieu de 2 comme dans la version finale, et sur lesquels la répartition des épisodes s'exécute avec une grande difficulté. Même après l'établissement de la composition binaire de l'histoire balnéaire, et seulement 1 an avant la parution des jeunes filles, Proust propose à son éditeur d'intercaler l'ensemble des pages concernant Albertine, je cite, comme un récit rétrospectif dans le côté de Guermantes. Composite et génétiquement fluide, ce volume procure pourtant à son lecteur une impression ou illusion d'unité grâce à ces dernières pages qui réussissent merveilleusement à boucler l'histoire des vacances. Donc, je vous ai distribué un exemplaire de recto verso qui contient 5 pages de l'édition de la Pléiade, et en même temps, vous verrez le texte sur l'écran. Donc, je commence par la deuxième paragraphe de la page 305. Et à l'arrivée d'un automne pluvieux, les jeunes filles quittent la station balnéaire une par une, en laissant le héros dans l'hôtel presque désert. Cette description de la triste fin de séjour est immédiatement suivie par une ellipse du récit, du monologue du narrateur revenu à Paris et qui se souvient de Balbec. Il revoit presque invariablement sa chambre pendant les matinées de la belle saison. Il reste couché dans l'obscurité, protégé par de grands rideaux, soigneusement attachés avec des épingles par Françoise. La grande du dehors y pénètre pourtant à travers la face de la fenêtre un cylindre d'or qui se déplace, je cite, lentement comme la colonne lumineuse qui précédait les Hébreux dans le désert. Comme autrefois à Cambrai, dans sa chambre fermée à volets au début d'un après-midi d'été, ce sont ses oreilles qui lui permettent d'imaginer la splendeur ensoleillée du dehors. Il entend de son lit le rire de ses amis se rendant en concert sur la plage, où les sons du violon enveloppés dans le doux déferlement de la mer. Enfin, Françoise ôte les épingles pour écarter les rideaux. Donc, je lirai juste les dernières lignes. Le jour d'été qu'elle découvrait semblait aussi mort, aussi immémorial qu'une somptueuse des millénaires momies que notre vieille servante ne fait que précautionneusement désamalloter de tous ses linges avant de la faire apparaître embaumée dans sa robe d'or. Nom de pays, le pays se termine ainsi, d'après Gérard Genette, par ce discours subordonné à l'activité mémoriale du sujet intermédiaire, qui se situe entre le protagoniste de l'histoire racontée et le narrateur en train de rédiger un roman. C'est tout à fait comme les chapitres précédents de la recherche. Voici un autre point commun qui existe entre les 2 premiers volumes, puisqu'une nouvelle règle se substitue à cette contrainte analytique pour les volumes suivants, qui achèvent tous, sauf le temps trouvé, par des paroles énoncées d'un personnage. Donc, la dernière phrase de « À l'homme des jeunes filles en fleurs » évoque, grâce à la métaphore d'une momie, la mémoire éternelle du passé, qui est bien sûr le thème principal de ce roman philosophique.
L'évocation égyptienne est anticipée par celle de la colonne de feu de l'Exode qui apparaît quelques lignes plus haut. L'effet de chute de la dernière phrase, relativement long, est assuré par un qualificatif de 8 syllabes qui la termine, embaumé dans sa robe d'or. En particulier, la syllabe finale qui s'étire, d'or, s'ouvre sur la richesse lumineuse du souvenir de la béatitude amoureuse. Cette scène est d'abord esquissée en 1910 dans des fragments consacrés à plusieurs vues marines. Donc, il s'agit de 2 fragments réalisés sur la même page d'un cahier que vous voyez sur l'écran. Voilà, c'est la transcription. Donc, je cite. Le beau temps était si éclatant et si fixe que tous les jours, quand Françoise, entrant dans ma chambre obscure, le désamoignotant des doubles rideaux, des rideaux puis des volets, qui m'empêchait de le voir un moment où ces dernières s'ouvraient sur le pont d'or qui passait entre les fentes et qui était déployé sur le mur, je connaissais, et ici la rédaction est interrompue, mais Proust recommence immédiatement sur la même page. Le beau temps était si éclatant et si fixe. Il me semblait que Françoise, en défaisant les doubles rideaux et les volets pour faire apparaître le jour splendide, n'avait fait que désamoignoter précautionneusement une momie immobile depuis des siècles dans sa robe d'or. Donc l'écriture est très hésitante, mais elle aboutit pourtant assez rapidement à la solution de finir la phrase par l'expression « dans sa robe d'or ». L'image de la colonne de l'Exode voit le jour pendant la même période dans la Genèse. Ici. Voilà. Et l'auteur conçoit en 1912, donc c'est dans la dactylographie, l'idée de terminer son premier volume par cette scène, tandis qu'elle est alors située au milieu de l'histoire de Ballet. Donc, c'est à la fin de cette page. Donc, nous lisons ici embaumé dans sa robe d'or et proscrignagé au crayon bleu. Le premier volume, à la rigueur, se termine ici. Ensuite, il continue la jeu alinéa. Madame de Villeperdie se faisait atteler de bonheur pour que nous puissions aller, etc. Donc, il s'agit de l'épisode des promenades en voiture avec Madame de Villeperdie. Et l'éditeur Bernard Crasset trouve que le premier volume à paraître sera trop long selon le plan initial. Proust lui propose alors de terminer le volume juste avant l'épisode de la promenade avec Madame de Villeperdie. Cette solution ne satisfait pas l'éditeur et du côté de ses soins paraît en 1913 sous la forme actuelle, c'est-à-dire sans l'histoire des vacances estivales. Donc c'est l'annonce du volume suivant. Et donc le 12e volume, du côté de Guermantes, commence par chez Madame Soin, nom de pays, le pays. Et le titre, à l'homme des jeunes filles en fleurs, figure comme le premier chapitre du dernier volume, le temps retrouvé. À l'homme des jeunes filles en fleurs, vous le voyez ici. Donc 5 ans après cette première édition, les épreuves Gallimard de 1918 conservent pour les descriptions du rayon du soleil avec une image de la colonne de l'Exode, leur localisation initiale, c'est-à-dire avant la promenade avec Madame de Villeperdie, alors que l'évocation des bruits du dehors est différée dans le récit. La scène de l'ouverture des rideaux avec la métaphore de la momie n'y figure nulle part. Toutes ces lignes seront transférées à la clôture du séjour à Balbec lors des collections des épreuves par de longs ajouts manuscrits dans les marches et grâce au collage d'un fragment des épreuves, sur lequel
Proust, Bach, toutes les lignes concernant la promenade avec Madame de Villeperdis. Donc, nous lisons ici, avant de la faire apparaître embaumée dans sa robe d'or, ensuite il barre toute la mention sur la promenade avec Madame de Villeperdis. Et je vous ai dit qu'il s'agit d'un fragment des épreuves Grasset, mais on peut le dire pour la raison topographique. Par exemple, la maison de Grasset applique la mise en exposant aux 2 dernières lettres de l'abréviation Madame, ME, mais ce n'est pas le cas chez Gallimard. Donc c'est Gallimard. Voilà. Donc cette série incessante de découpage et de collage, contrairement, laisse dans le texte plusieurs décousures. Donc citons par exemple la fin du long monologue du narrateur qui récapitule son été avec ses amis. Donc je commence par la fin de la première paragraphe de la page 302 et je suis obligée à commencer par le milieu de la phrase, comme les phrases de procès sont tellement longues. Donc voilà, ces 2 corps bruns et blancs des jeunes filles, de types si opposés, répandues autour de moi dans l'air. Je les regardais sans les vider peut-être de toute la médiocre contenu dont l'expérience journalière les avait remplis. Et pourtant, sans me rappeler expressément leur céleste origine, comme si, pareil à Hercule ou à Télémaque, j'avais été en train de jouer au milieu des nymphes. Puis, les concerts finis, le mauvais temps arriva. Donc, ce texte est un peu énigmatique parce que le lecteur ne peut savoir ici de quel concert il s'agit. Ce qui se passe dans les manuscrits, un long passage existait avant l'alinéa dans l'une des découpures de pages de cahier collées en tête du cahier violet numéro 34. C'est l'une des planches servies à la composition des épreuves Gallimard. Donc, cette question apportée par Francine Goujon hier à la Sorbonne. Voilà. Et il en est de même pour les épreuves. Donc, j'ai fait la transcription. J'avais été en train de jouer au milieu des nymphes, donc c'était la fin de la première paragraphe que nous avons lu tout à l'heure. Puis le lendemain matin, je restais couchée de sorte que je restais tard, je les quittais pour aller dîner. Puis le matin, comme je restais couchée, je ne les voyais pas tandis qu'elles défilaient devant les chaînons inégaux de la mer. Plus loin, nous avons regardé, me dirait le soir Albertine, pour voir si vous descendriez. Mais vos volets sont restés fermés, même à l'heure du concert symphonique. À 10 heures, en effet, il éclatait sous mes fenêtres. Donc, j'ai sauté toute la description de ce concert. Et après, puis les concerts finirent. Le mauvais temps arriva. Ce paysage sonore sera, comme nous l'avons vu, transféré à la fin du volume, sans que l'écrivain pense à remplir la lacune causée par cette opération. Les syntagmes que nous avons soulignés en bleu suggèrent que l'épisode était à l'origine situé à la suite de l'un des après-midi que le héros passe avec ses amis. La description du concert entendu entre les vagues est d'abord esquissée en 1909 comme un ajout à l'épisode de Goûter sur la falaise avec les jeunes filles. Donc, c'est-à-dire, dans cette première version, le concert est entendu par le héros sur la falaise entouré par les jeunes filles, au lieu d'être enfermé toute seule dans sa chambre. Dans la version finale, à part la description sous un mode rétrospectif à la fin du volume, les concerts sur la plage ne sont que rapidement mentionnés pendant le séjour balnéaire. C'est-à-dire, d'abord, un court entretien avec Madame de Villeperdis a lieu à la sortie du concert symphonique qui se donne le matin sur la plage. Et le sommeil lourd à la suite des soirées à Rivebelle empêche les héros d'entendre le concert symphonique. Donc, il s'agit des seules mentions du concert dans l'histoire. Or, ces concerts constitueront l'un des souvenirs de base
qui hante le héros dans les volumes suivants. Ce que montrent des passages ajoutés ou développés dans les cahiers de maisonnette datés des années 1915 à 1916. Lors du deuxième séjour à Baalbek, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est en entendant de la fenêtre les cris des enfants, des baignards et des marchands de journaux, je cite, le concert symphonique mêlé au clapotement de l'eau et les violons vibrants comme un essaim d'abeilles égarées sur la mer, que le narrateur, le héros, a retrouvé le désir de réentendre le rire d'Albertine. Rentré dans son appartement parisien avec son ami, c'est dans La Prisonnière, il revoit derrière elle, je cite, comme derrière la lumière pourprée qui tombait au pied de mes rideaux à Baalbek pendant l'éclaté du concert des musiciens, les inondations bleuâtres de la mer. Fin de citation. Après la publication de La lampe des jeunes filles en fleurs, une autre évocation de la fenêtre de Baalbek est ajoutée sur une feuille manuscrite insérée dans la première dactylographie de La Prisonnière. Les yeux bleus de la jeune fille paraissent être passés à l'état liquide, je cite, si bien que quand elle les fermait, c'était comme quand, avec des rideaux, on empêche de voir la mer. Lors de son absence d'Albertine, le héros se réjouit de la paix d'un après-midi du beau temps, je cite. C'était par de tels temps qu'au début de mon second séjour à Baalbek, j'entendais les violons de l'orchestre entre les coulées bleuâtres de la marée montante. Certes, le lecteur peut trouver singulier que le souvenir des concerts devienne de plus en plus dominant chaque fois que le narrateur évoque l'été passé à Baalbek. Mais le thème musical constitue, dès le début, l'une des trames principales de l'amour du héros. Les jeunes filles ne cessent d'être comparées à des nymphes brillantes qu'on entrevoit ou entend entre les vagues. Lors de la première apparition sur la plage, leur défilé est sans arrêt interrompu par un saut ou une glissade à la rencontre d'un obstacle, comme les phrases mélancoliques de Chopin se mettent, je cite, de gracieux détours où le caprice se met à la luxuosité. Fin de citation. Un texte publié dans Les Plaisirs et les Jours relève déjà ce compositeur une harmonie lyrique, comme, je cite, la mer soupire traversée par un vol de papillons dansant sur les flots. Dans La Prisonnière, soupçonnant une relation vicieuse entre son ami et Mademoiselle Vinteuil, bien sûr fille de grand compositeur fictif, il l'emprisonne dans son appartement où le soir, elle joue pour lui du pianola comme une Sainte Cécile. Mais c'est surtout dans son sommeil qu'elle incarne pleinement la mélodie mystérieuse du souvenir marin. Il s'agit d'un épisode tardivement introduit dans le cahier de maisonnette ou dans la dactylographie de La Prisonnière. Le souffle paisible de la dormeuse s'entend, je cite, comme l'assoupissement de la mer sous la grève par les nuits de clair de lune. Le sommeil profond de la jeune fille révèle au spectateur ses profils inconnus. Moi, qui connaissais plusieurs Albertines en une seule, il me semblait en avoir bien d'autres encore. Plus loin, il me semblait posséder non pas une, mais d'innombrables jeunes filles. Fin de citation. Et cette description associe également la jeune fille au paysage marin, car elle reprend plus ou moins un passage intéressant de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » qui figure dans le long monologue du héros à la fin des vacances. Il commence à distinguer les traits du visage de son ami qui lui provoquent des impressions variées. Je cite, « Chacune de ces Albertines ne s'avère jamais être la même à l'instar de la couleur marine qui ne cesse de changer selon les effets lumineux. » Je cite de nouveau. Ces mers qui se succédaient et devant lesquelles, autres nymphes, elles se détachaient. Fin de citation. La localisation de ce passage sur le fil du récit s'effectue d'une manière tâtonnante. L'un des cahiers d'ajoutage, qui sont postérieurs à l'année 1918, témoigne que l'écrivain ne trouve pas encore d'endroit où ancrer cette réflexion.
je me suis promenée pour la première fois sur le div avec Albertine, que je connais, entre parenthèses, plutôt aussitôt après la promenade que pendant. Cela faisait plusieurs Albertines se détachant sur l'allée. Le mieux serait peut-être de rattacher à cela les Albertines différentes les unes des autres en disant, et elles n'étaient pas seulement multiples par le nombre, mais par la diversité, etc. Et ce motif va d'abord le jour dans le cahier 34, daté de 1913, donc je remonte dans la Genèse. Donc, au retour de la matinée chez Elstir, le héros pense à la jeune fille à laquelle il a enfin été présenté. Au premier instant, il n'a pu l'identifier avec celle qu'il avait admirée de loin sur la plage. Je cite. Et ce jour-là, elle sera autre encore, car elle est diverse, comme là remplacée par les mers. Cette idée est successivement reprise et développée dans diverses pages de cahier. L'association entre Albertine et la mer s'intensifie au moyen d'un passage ajouté. Je cite, « Il faudra montrer soit là, soit plus loin ces différentes Albertines. Certains jours pâles, minces, une transparence oblique et bleue dans ces jeux, comme quelquefois par transparence qu'on a la mer. » Fin de citation. Voilà la première esquisse du long passage qui décrit les nuances délicates et variables des jeux et de la peau de la jeune fille. Je cite, « Certains jours minces, le teint gris, l'air maussade, une transparence violette descendant obliquement au fond de ces jeux, comme il arrive quelquefois pour la mer. » Fin de citation. Dans les scènes nocturnes de la prisonnière, le corps de la jeune fille s'étend comme l'océan qui engloutit celui qui le contemple. Sa respiration soulève sa poitrine, sous laquelle flottent ses mains croisées et son collier de perles, je cite, comme ces barques, ces chaînes d'amarre qui fait osciller le mouvement du flot. Il continue à la regarder et à écouter le déferlement du flot de son haleine, aussi longtemps qu'il restait jadis couché sur la plage au clair de lune. Une autre nuit, elle devient dans son sommeil un instrument vivant. Son souffle peut être, je cite, modifié par l'attouchement de son ami, comme si elle était un instrument à qui il fait exécuter des modifications en tirant de l'une puis de l'autre de ses cordes des notes différentes. Fin de citation. Donc le concert marin est toujours entendu dans le lit, mais maintenant de tout près dans cet espace intime. Donc retournons à la clôture de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Dans les épreuves de 1918, nous lisons dans les lignes barrées par l'auteur. Donc c'est en tête. Et quand je quittais Brickbeck, sans jamais y avoir connu ce dont le désir m'avait fait surmonter maladie et tristesse. Des flots soulevés par la tempête qui battaient une église perçante au milieu d'éternels brouillards. Et cette évocation de la déception, un peu cruelle, est atténuée par les corrections de l'auteur. En effet, le paysage lugubre de l'auteur réalise finalement ce rêve initial du héros qui désirait retrouver une côte de brume et de tempête hantée d'accidents funestes. Ici, nous pouvons rappeler comment le héros a découvert pour la première fois l'église de Balbec. Bien que l'un de ses vitraux relate la légende de la statue de Christ sauvée par les pêcheurs dans la mer, l'édifice est situé loin de l'écume des vagues soulevées. La mer de Balbec fait pourtant surgir à ses yeux d'autres statues charmantes. La bande des jeunes filles fait sa première apparition à l'extrémité de la digue, comme, je cite, des statues exposées au soleil sur un rivage de la Grèce. Observées de près d'une manière presque microscopique, comme nous avons lu, la diversité des coloris de leurs prunelles et du vernis transparent manifesté par leur peau
couvre peu à peu ces nymphes en marbre des oscillations diaprées et marines. Le souvenir de leur cortège hellénique persiste pourtant dans les avant-textes de la prisonnière. Selon un passage ajouté à la maisonnette et retiré de la première dactylographie, le héros se rappelle avoir autrefois contemplé Albertine comme, je cite, une des mystérieuses statues vivantes du cortège déroulé au bord de la mer. Donc, cette description est retirée de la dactylographie. Donc, ça n'existe plus dans la version finale. Et une autre rédigée dans l'un des cahiers d'ajoutage attribue cette métaphore à une autre scène. Pour ajouter au sommeil d'Albertine, son regard est immobile, comme un marbre. Le sommeil est un grand sculpteur. Mais quel surcroît d'ivresse ajouté à l'admiration que ce marbre, aux fossettes si bien ciselées, à la splendeur inconnue, son mouvement était pourtant vivant. Fin de citation. Cette esquisse ne sera pas retenue et dans la version finale, c'est presque à la fin de la cohabitation parisienne des protagonistes que le sommeil d'Albertine, comparé jusqu'alors à la mer paisible, se teint d'une nuance funèbre, de manière à présager la tragédie qui l'attend. Je cite, c'est ici. Ce fut une morte, en effet, que je vis quand j'entrai ensuite dans sa chambre. Elle s'était endormie aussitôt couchée. Ses draps, roulés comme un suaire autour de son corps, avaient pris avec leur beau pli une rigidité de pierre, etc. Ainsi se retrouve de nouveau l'image de la statue dans l'océan du sommeil. Comme les pêcheurs qui ont sauvé le Christ miraculeux, l'imaginaire du contemplateur récupère la statue mythique de sa maîtresse. L'épisode du sommeil d'Albertine reflète ainsi le rêve de la mer et de la musicalité qui domine le séjour de Balbec. Rappelons que cette scène se déroule dans la chambre à coucher qui constitue un décor crucial du roman entier et aussi de la vie de l'auteur, puisque c'est là qu'il rédige ou dicte de nombreuses pages. Son lit s'associe depuis sa jeunesse maladive à la privation de la liberté. Ah oui, voilà. Donc, il se compare à, je cite, une Andromède masculine, toujours attachée à un rocher, dans une lettre adressée à Antoine Libesco en juin 1902, ou au Christ sur la croix, dans un dessin envoyé à Reynaldo I et accompagné de la légende suivante. L'église et la synagogue au Jubonnet symbolise la vie aveugle se détournant avec tous ses espoirs de Marseille. Et Reynald, plein de pitié, recueillant le sang de sa plaie et consolant. L'église d'Yves-sur-Mer, l'un des modèles de celle de Balbec, est connue pour la légende du Christ Saint-Sauveur. Les pêcheurs du village ont découvert en 1001 un Christ sans croix. Il fallut attendre 3 ans pour que la croix fût retrouvée. De même, le héros de la prisonnière se trouve libéré de son lit qui évoque, selon le Jean Proust, le rocher d'Andromède ou la croix, flottant nonchalamment sur Albertine mère. Lorsque les écueils de la conscience de son ami semblent être recouverts, je cite, par la pleine mer du sommeil profond, il ose poser son corps sous le sien pour être déplacé légèrement par son mouvement régulier. Il s'est ainsi embarqué sur le sommeil d'Albertine. Fin de citation. Et il fait ensuite pendre sa jambe contre la sienne, je cite, comme une rame qu'on laisse traîner sur les vagues. Sans doute, il se rappelle de nouveau l'été à Balbec où il entendait pendant la nuit la rumeur de la mer à laquelle il avait, je cite, avant de m'endormir, confié comme une barque mon sommeil. Fin de citation. L'écriture de Proust manifeste également cette liberté sans amarre dans l'océan imaginaire. De nombreuses ébauches fragmentaires, souvent seulement de quelques lignes, ne cessent d'être triées, réunies, classées,
chaque fois selon un ordre différent. Ces remaniements continuent, nous l'avons vu, même lors des corrections des épreuves, en particulier pour la clôture de la langue des jeunes filles en fleurs. Probablement, c'est là que réside la séduction énigmatique de ce volume. Sa belle configuration décèle le dynamisme que n'arrive pas à encadrer la publication en volume. Cela ne provient pas uniquement de l'inachèvement textuel. La fin du volume est ouverte sur la suite du roman et anticipe le grand tournant de l'histoire d'Albertine. Merci beaucoup. Merci infiniment Yasmé pour ce très bel exposé. Et vous avez eu l'art de maintenir le suspense, on va dire, jusqu'à la fin. Parce que c'est pas évident de... C'est je pense, une trouvaille que vous avez faite là, non la comparaison entre Albertine et le Christ retrouvé. Ah, mais c'est juste c'est un peu fantaisique peut-être, donc c'est pas très clair une analyse, c'était dans mon imagination. Ça m'a tout à fait signé, en tout cas. Mais j'ai un grand problème, c'est que j'ai rencontré récemment parce que le Christ miraculeux, ce n'est pas en marbre, c'était en bois, donc ça m'a saoulé. Une circularité, puisque ramener à l'architecture de l'église, et à la légende surtout, de l'église de L'Île-sur-Mer. Donc c'était bien simplement, et quel travail à travers toutes les strates de ce texte. Oui, monsieur Yoshikawa, le professeur Yoshikawa. Merci beaucoup pour cette belle communication très riche. Et j'ai une chose à ajouter sur cette très belle phrase finale d'un membre des jeunes filles en fleurs, souvent citée dans ces 3 journées. Et si, quand Françoise a tiré le rideau, la lumière de la plage de Balbec, si cette lumière est comparée à la robe d'or d'une momie, je crois que la lumière n'est plus vivante, actuelle, mais un peu morte, comme une momie, et remémorée par le narrateur. Et j'ai écrit un petit article sur ce sujet. J'ai fait une communication. Donc Proust, vous avez tout à fait raison, Proust avait d'abord mis cette phrase au milieu du séjour à Balbec, juste après la promenade avec Madame de Villeparisis dans sa voiture, je crois. Il a déplacé cette phrase à la fin de la L'ombre des jeunes filles exemplaires. C'est parce que si cette phrase était située au milieu du séjour à Balbec, la lumière était encore en plein été, était très vive, et que donc finalement Proust a déplacé cette phrase à la fin du séjour à Balbec, et ma mémoire s'est affaiblie depuis un certain temps, et monsieur le docteur Henriet a dit tout à l'heure, monsieur Yoshikawa n'est plus doctorant, mais il n'a pas osé l'ajouter, mais je crois que c'est dans un... J'ai fait une communication, si je me trompe, à Harvard en 2013, lorsque François
était encore à Rabat. Et la communication a été, j'ai fait en français, mais la communication a été publiée en anglais dans le volume, si je me trompe, Post-Télé, Cambridge University Press, et puis en japonais aussi. Je ne sais pas si j'ai publié en français. Donc, même pas c'est affaibli, mais je crois que la raison de l'existence de cette très belle phrase à la fin du séjour Baalbek, c'est que la lumière n'est plus vivante. Et vous mémorez, et il faut nous mémorer plusieurs fois, comme les Égyptiens offrent à une momie des nourritures. Donc il faut nous mémorer pour faire vivant cette lumière morte, mais quand même il faut une nourriture, pas le souvenir. Si j'ai bien compris cette phrase. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous avoir mis dans la réponse, donc je vais relire exactement. Mais donc pour le déplacement. Mais d'abord, il faut que j'ajoute que, parce que je n'ai pas lu toutes les annotations, mais ce n'était pas moi qui a découvert que ça suscitait au milieu, mais c'était déjà signalé par M. Ray et puis M. Balès, qui a fait découvrir que. Donc c'est déjà signalé dans son édition. Et puis pour le déplacement, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, vous avez tout à fait raison, mais aussi je pense que Proust avait la conscience de la puissance de cette phrase. Donc vraiment, c'était la puissance poétique peut clore le volume. C'est pas simplement parce qu'il a mesuré la longueur et il a dit oh, j'ai plus que ici, ça monte bien, mais je crois qu'il avait la raison stylistique. Mais et pour la lumière, moi ça ne me choque pas, même si ça se trouve au milieu du volume, parce que. Mais la lumière, j'ai oublié la phrase. Un peu inerte, de mort, des choses comme ça, oui. Mais moi, ce que je comprenais, je croyais que parce que ce n'est plus du matin, c'est à midi. Donc la lumière n'est plus vivante, c'est pas la lumière matinale. Donc je comprenais comme ça. Donc personnellement, ça ne me choque pas tellement, même si cette phrase se trouve au milieu. Non, ce n'est pas mon avis. Ah non, les avis sont acceptés. Alors, Eugène Nicole et ensuite François Proulx. Oui, j'ai trop parlé. Eugène Nicole. Oui, je crois que c'est tout à fait vrai, mais je pense qu'il y a une autre raison pour ce déplacement. C'est que cette phrase résume l'ensemble du séjour. Il était venu là pour se trouver dans le royaume des tempêtes et qui n'est rien. Or, il a fait constamment beau, ce qui d'ailleurs est encore une incohérence, parce qu'il est question de pluie de temps en temps. Mais donc il y a des raisons métaphoriques, des raisons poétiques, mais également narratives. Ah oui, c'est très bien. Semblait pardon, cette insistance, mais je dirais que le jour d'été que nous découvrait semblait aussi mort, aussi immémorial qu'une somptueuse et millénaire momie que notre vie s'éloigne, etc. Donc, très forte insistance sur la mort de la lumière, je crois. Oui. Et puis millénaire, parce qu'on se souvient de tous les temps. Oui, voilà, oui. Donc c'est un peu philosophique aussi, donc ça résume, représente le système
comment dire, psychologique, philosophique de la mémoire, et puis aussi la raison narrative, parce que, comment dire, je pense que c'est très beau cette phrase, c'est pas uniquement les dernières lignes, parce que comment l'automne arrive, c'est triste, c'est très, du coup, il revient, ça devient analytique, et puis il montre l'image de Balbec, l'image de l'été idéalisée dans sa tête, donc peut-être qu'il y avait la pluie, c'est trop orage, mais dans sa tête, donc c'est l'été symbolique de la mémoire. Donc, voilà. Laissez rapidement Moi aussi rappeler ce magistral article du professeur Yoshikawa sur tous les traités d'archéologie de son époque, et donc aussi ça comprenait les égyptologies forcément, et toute la deuxième partie de l'article que j'ai eu le bonheur de traduire en anglais, mais c'était peut-être pour le malheur du lectorat francophone qu'il a été le bonheur de mes collègues anglo-américains. Malheureusement, l'article a peut-être un peu été moins lu en français. Je me réjouis d'apprendre qu'il a été traduit en japonais. Il faudrait vraiment traduire ce volume en français, mais je n'ai pas le temps de le republier. Mais voilà, toute l'image cette image de la momie en boulet d'or avait une histoire particulière aussi dans les prépublications de certains extraits de Jeudi en fleurs. Ça avait été souligné par le ministre Yoshikawa. Monsieur, pour donner la parole à un doctorant. Finalement, en fait, je crois que dans cette dernière phrase, l'image de la mort est très surprenante. Étant donné que, à l'ombre gentille en fleurs, on peut presque considérer comme un roman de la Bertine, quoique les frères d'hommes consacrés à Bertine soient fugitifs et prisonnières. Est-ce qu'on peut considérer que cette image de la mort soit une évocation de la mort de Albertine déjà présente dès son apparition? Oui, dans le contexte actuel, c'est tout à fait possible, mais ce qui est curieux, cette phrase est apparue avant l'invention de l'histoire d'Albertine. Donc, oui. Maintenant, c'est possible. Dans le texte actuel, c'est tout à fait possible. Oui, oui, voilà aussi. Et puis, Libye est un moment dangereux. Il est lié à la mort. Oui. C'est Proust ou... Non, c'est dans le folklore. On en reste là, mais c'est